Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Didier Carré, président de l'Institut G9+, pour cette très belle conférence qui sera animée par Anna Semedo. Anna, c'est à toi. Merci Didier. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à notre première conférence de l'année, Compétences et talents vers une révolution de l'apprendre. Je suis Anna Semedo, membre du CEO de l'Institut G9+, et également représentante de Mines Digital. La conférence de ce soir aura 3 temps. Tout d'abord, je vais vous présenter l'ouvrage Vers une révolution de l'apprendre. Ensuite, Christophe Goupil, qui est professeur à l'Université Paris Diderot et directeur adjoint du laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain, nous présentera un cas d'école. Ensuite, nous aurons une table ronde, compétences et talents, innovation et écosystème, avec 4 éclairages différents. Celui de l'institutionnel par Karine Seller, haut commissaire aux compétences, celui de la tech et des startups par Anne-Charlotte Monneret, déléguée générale d'EdTech France, celui de l'enseignement et de la recherche par Thierry Pic, professeur à l'EM Lyon et son directeur de l'innovation, celui de l'entreprise par Michel Decoubet, directeur learning et développement du groupe BIC. Je vous propose tout de suite de passer à la présentation de l'ouvrage. Écoutez, l'histoire de ce livre et de ce sujet a démarré, disons, il y a 1 an. Presque jour pour jour, nous réalisions également une conférence entre un chercheur, Grégoire Borst, qui est directeur de recherche, qui est directeur d'un laboratoire de recherche au CNRS, et Alain Roumillat, qui est le président de Manpower France. Et il est ressorti de cette conférence qu'il y avait un besoin de créer des liens, créer des ponts entre la recherche, qui avait beaucoup de pépites, les startups qui avaient un bon potentiel et les entreprises qui avaient beaucoup de richesses. Donc, nous nous sommes dit, il y a vraiment là un sujet à aller approfondir. Et c'est pour cela que nous sommes partis à la rencontre de directeurs du learning, de chercheurs, de start-upers, d'institutionnels, pour essayer de comprendre quel était vraiment ce sujet. Et donc, c'est le livre que je vais vous présenter et le résultat de ce travail, de ces rencontres avec donc toutes ces personnes que je viens de citer. Ce livre est le résultat également d'une analyse profonde et d'une synthèse pour la mise en perspective, pour justement dégager ces sujets et puis essayer de dépasser des silos de pensée. Donc, sans tabou et sans parti pris, ce livre est un engagement à un changement de regard sur ces sujets. Nous avons souhaité qu'il soit accessible au plus grand nombre et donc il est téléchargeable gratuitement à partir du site du G9 dès demain matin. Donc, comme je vous ai dit, nous avons interviewé une 60aine de personnes en tête-à-tête et également il y a une enquête auprès des membres de EdTech France. Vous pourrez voir tout ça dans le livre. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ce livre? Il nous raconte qu'aujourd'hui, les enjeux sont ceux d'un système complexe. Et pourquoi? Nous sommes face à des transformations radicales, nous le savons tous, la transition énergétique, la transformation numérique, le télétravail, les urgences climatiques, la crise, des repositionnements stratégiques, etc. Donc, ces transformations radicales, elles génèrent forcément une obsolescence des compétences et une pénurie des compétences. Or, qu'est-ce qui se passe? Face à ce sujet, les entreprises elles restent focalisées sur leurs enjeux d'attraction et de rétention des compétences. Mais face à elles, les employés, les candidats qui sont les possesseurs, disons, de ces compétences, quand on regarde d'un point de vue individuel, vont, eux, aujourd'hui, être dans une situation qui leur est plus favorable. Ils sont en plus, grâce au numérique, maîtres de leur formation. Donc, on voit que nous sommes dans un système dont les équilibres changent.
Face à ça, donc, on a l'entreprise qui a des enjeux de capitaliser, maintenir et développer des compétences en interne, mais elle a aussi des enjeux de l'apprendre tout au long de la vie. Ces enjeux de l'apprendre tout au long de la vie sont aussi des enjeux individuels, sont aussi des enjeux sociétaux. Par ailleurs, on a une grande circulation des compétences, donc on voit qu'on est dans un système qui est multivariable et je ne vous fais pas une matrice pour mettre en face les transformations que nous vivons. Donc, nous sommes réellement dans un système complexe. Cependant, pour l'instant, donc, on reste dans les outils. Or, ce système complexe dépasse largement les outils. Et même quand on regarde les outils, ici, vous avez une liste un peu des outils les plus fréquents grâce au numérique, mais même quand on les regarde, c'est surtout l'axe des abscisses qui est pris en compte. L'évolution nécessaire de la pédagogie pour intégrer tout ça n'est pas prise en compte. Et même quand on regarde ces outils, c'est souvent ceux qui sont à gauche, les classes virtuelles, les MOOC, le e-learning, qui sont plus pris en compte. Donc, on a vraiment des enjeux de rentrer dans ce nouveau monde complexe en tenant compte des différentes variables, de l'interdépendance de toutes ces variables et également des aspects comme la pédagogie. Donc, l'innovation va demander un cadre stratégique et organisationnel qui dépasse la vision actuelle, qui est une vision focalisée sur les coûts et les outils et la communication. Mais si on regarde ça dans le détail et qu'on se dit, mais pourquoi? On se rend compte qu'il y a des raisons à cela. Les services qui doivent décider sont face à une surabondance d'offres, il y a une difficulté de choix, sont face à une difficulté à mesurer les ROI de la formation, donc une difficulté à la valoriser. Il y a un biais qui est le digital égale diminution des coûts. Donc, dès qu'on parle de digital, tout le monde pense qu'on va presque pouvoir automatiser l'apprentissage. Ce n'est pas possible. Moi, je ne sais pas comment on peut automatiser mon apprentissage. Donc, un biais qui est très présent. Par ailleurs, au niveau managérial et organisationnel, il y a une faible reconnaissance de la fonction formation. Il y a un affaiblissement du management, donc il va avoir tendance à prendre des décisions fermées là où la communication peut se faire plus facilement. Une distance à la stratégie de l'entreprise qui donc ne voit pas ces sujets et peu d'acteurs du middle ground qui sont ces acteurs qui pourraient aider à établir ces ponts, à la fois au niveau du management et de l'organisation de l'entreprise et à la fois au niveau réellement du fond de la formation, de son évaluation, etc. Donc, en conclusion, un besoin de repositionnement de l'activité formation qui dépasse largement le service formation ou la direction formation. Le livre, il va justement dans son premier chapitre poser cette problématique et la traiter. Il a une préface faite par Jean-Pierre Clamadieu, qui est le président d'Engie, parce que justement, nous avons souhaité positionner le sujet à ce niveau stratégique. Ensuite, nous donnons des illustrations pour que le lecteur puisse toucher du doigt quelques exemples concrets, l'utilisation des jeux vidéo notamment, l'utilisation de la réalité immersive, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les lieux également, puisque nous sommes des êtres physiques, et donc les lieux, nous ne pourrons pas nous en passer. Des échanges avec des chercheurs de référence, on vous les donne presque sans filtre, des chercheurs comme Marcel Lebrun, qui est un peu le pape des classes virtuelles, comme Emmanuel Sander, qui est professeur à l'Université de Genève sur les neurosciences et les neuromythes, François Tadei, qui est très connu en France, qui est le fondateur du Centre de recherche interdisciplinaire, et donc avec un regard macro et micro de ce sujet, et Stanislas Dehaene, qui est un neuroscientifique des neurosciences cognitives, très connu également en France.
Le chapitre Mobiliser l'esprit critique pour aider les décisions de la formation, c'est un chapitre où nous voulons permettre aux lecteurs de se poser certaines questions sur le fond. C'est-à-dire, aujourd'hui, on se rend compte que l'innovation est manipulée par des mots. On va parler d'organisation apprenante. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas parce qu'on envoie des gens, des salariés en formation que l'organisation devient apprenante. On va parler de Netflix de la formation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement par rapport aux enjeux de l'entreprise? C'est pas parce qu'on a 6 000 ou 7 000 contenus que, dans sa plateforme de formation que la formation est devenue efficace et pertinente. Donc, on pose ces sujets, on les développe pour aider dans la compréhension. Ensuite, donc, nous avons des propositions que nous avons voulu simples et innovantes pour qu'elles soient aussi faisables. Je vais y revenir. Et puis, donc, la conclusion et la postface par Grégoire Borst, chercheur en neurosciences. Nos propositions, elles vont se situer sur 3 niveaux. La stratégie, nous en avons parlé au tout début et elle est fondamentale. Aujourd'hui, il faut vraiment se donner les moyens pour pouvoir réfléchir à sa stratégie de formation par rapport aux enjeux business, aux enjeux stratégiques, aux enjeux humains de l'entreprise. La décision, on se rend compte que le décideur est souvent démuni et d'où ce recours parfois au coup, parce que là, c'est un juge de paix. Les interactions, je vais y revenir, mais on se rend compte, et j'en ai déjà un peu parlé, que face à ce système complexe, l'entreprise toute seule, elle ne pourra pas s'en sortir et toute seule avec une relation simplement client-fournisseur avec les fournisseurs, elle restera aussi en deçà de là où elle pourrait aller. Donc, sur ces sujets d'interaction, nous proposons, je ne vais pas tous les détailler, vous pourrez les découvrir dans le livre, mais je vais juste en citer quelques-uns. Les comptes personnels de filière, nous parlons des filières, nous parlons des comptes personnels de formation, mais on a des filières, la filière énergétique, la filière aéronautique, la filière automobile, même la filière pédagogique, et on se rend compte que les gens évoluent beaucoup au sein de ces filières. Donc, prenons cette donnée et travaillons les compétences au sein des filières. Et il n'y a pas de jalousie. Si Engie, EDF, Dalkia, etc. se mettent ensemble pour travailler ces sujets, la différenciation entre elles, elle va se jouer après à un autre niveau. Les centres d'innovation pédagogique, je me suis rendu compte en travaillant un peu avec Simon Richir, qui est un professeur aux arts et métiers et qui a une chaire qui est Hyperform avec la réalité immersive, donc la réalité virtuelle, la réalité augmentée, que cette chaire, personnellement, je trouve extrêmement intéressante, a du mal à trouver son écho au niveau des entreprises. J'ai échangé avec un dirigeant qui m'a dit, mais elle m'intéresse, mais qu'est-ce que je peux en faire en interne après? Donc, on voit bien ce besoin de ponts, je parlais tout à l'heure d'acteurs du middle ground, de ponts qui permettent à l'entreprise de dépasser cette relation uniquement client-fournisseur, j'attends qu'on vienne me donner un produit, et qui va lui permettre d'intervenir plus en amont et d'orienter justement vers des choix qui vont être des choix qui vont lui apporter réellement la performance et répondre à ces enjeux. Les communs, Madame Seller, je sais que c'est quelque chose qui lui tient à cœur, c'est quelque chose que nous développons et nous travaillons beaucoup. Les communs, prenons un exemple, les soft skills. Qu'est-ce que ça va changer pour une entreprise si elle se met avec d'autres pour travailler des sujets comme l'audace, des sujets comme le travail en équipe, la capacité d'adaptation? Elle sera beaucoup plus gagnante s'il y a une interaction entre elles et entre ceux qui peuvent répondre à ses besoins que si toute seule, elle dit, bon, moi, je vais travailler un sujet, ou si on attend des startups qui, elles disent, ah, j'ai quelque chose de très intéressant pour vous. Et on va rester donc dans un émiettement qui ne nous donne pas toute la puissance qu'on pourrait avoir. Donc, en conclusion, nous voulons vous faire une invitation qui est de prendre part à ce mouvement de l'apprendre.
Considérer l'apprendre, c'est considérer tout le capital humain. Le capital, personnellement, j'apprends, l'individu apprend, le corps social de l'entreprise apprend, les collectifs apprennent, la société apprend. Et c'est comme ça qu'on est gagnant. Raisonner apprendre, c'est aussi raisonner résultat, plutôt que raisonner uniquement moyen, qui est formé. Former est un moyen utile, mais n'est pas l'unique. Raisonner apprendre, c'est aussi intégrer tous les écosystèmes qui vont y contribuer et dont nous avons parlé. Le livre sera disponible dès demain et vous pourrez le télécharger. Nous sommes à votre disposition. C'est un livre ouvert. C'est un livre qui est dans ce mouvement de l'apprendre et donc ravi de pouvoir poursuivre ces échanges avec vous. D'ailleurs, parce que nous sommes dans un mouvement, nous allons aussi, avec EdTech France, lancer des masterclass par rapport à des sujets que nous avons identifiés, la pédagogie avec Marcel Lebrun, donc le pape des classes inversées de l'Université de Louvain en Belgique, Emmanuel Sander sur les neurosciences et les neuromythes, Thierry Pic, que l'on va entendre tout à l'heure sur les lieux. Alors, sur les lieux, nous voulons 2 masterclass, une des lieux physiques aux lieux hybrides avec Thierry Pic, et ensuite une des lieux hybrides vers les lieux virtuels avec Simon Richir, dont j'ai parlé tout à l'heure. Nous voulons aussi des masterclass avec des dirigeants d'entreprise et Michel Decoubet, que vous allez entendre tout à l'heure, est d'accord pour faire une masterclass choix et dilemme d'un directeur du learning. Donc, c'est quelques exemples de sujets. Dès demain également, nous allons vous envoyer un formulaire pour que vous nous disiez ce que vous en pensez et que vous nous donniez également des idées sur d'autres sujets qui pourraient être intéressants. La soirée continue et maintenant nous allons passer à l'intervention de Christophe Goupil, qui est un cas d'école. Christophe est professeur à l'Université Paris Diderot. Il est également directeur adjoint du laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain. Il va nous parler du campus de transition, qui est une innovation très intéressante sur l'innovation pédagogique au service de la transition écologique, économique et humaine. Et il va nous prendre un cas d'école qui est nourrir la planète. Christophe, la parole est à vous. Merci. Voilà, donc bonsoir à tous, vous avez une première vue d'avion du campus de la transition, plus exactement le site physique du campus, qui est un château 18e siècle sur un terrain de 12 hectares. Donc là, c'est le lieu où on va expérimenter. On accueille des étudiantes, des étudiants, on accueille aussi des professionnels, des grandes entreprises, des grands groupes du CAC 40 que vous connaissez, et aussi des collectivités territoriales. Qu'est-ce qu'on fait dans ce campus? Je vais vous demander, voilà, dans ce campus, c'est à la fois un lieu académique de haut niveau, donc qui a été fondé par Cécile Renoir, Gaël Giraud et Alain Grandjean, que je pense la plupart d'entre vous connaissent. On est une association à but non lucratif. On est un lieu de recherche et d'expérimentation, comme l'a dit Anna, et on est aussi surtout un éco-campus. Éco-campus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le site, on va effectivement réaliser des opérations de transformation dans la transition écologique. Alors vous allez me dire, dans un château 18e siècle, c'est compliqué, c'est original. Oui, c'est un très bon lieu pour effectivement tester les choses dans des conditions réelles et complexes, et c'est effectivement ce qu'on réalise à l'intérieur de ce campus. Alors, on a, comme l'a dit Anna, travaillé à la constitution du manuel de la grande transition. Oui, Anna, vous pouvez passer. Voilà, manuel de la grande transition qu'on a publié l'an dernier, donc vous voyez la couverture ici, et qui est constitué de 6 portes. Je vais faire très très bref, vous voyez qu'on a pris des noms grecs, mais le point qui est important, c'est que vous voyez que ces 6 portes sont en fait en résonance avec d'autres compétences que vous avez probablement déjà rencontrées, qui sont celles qui sont formulées par exemple par l'UNESCO, ou celles qui sont formulées par la conférence des grandes écoles ou la conférence des présidents d'université, ou bien celles qui sont formulées par Michael Senge dans son ouvrage célèbre Les 5 disciplines, avec effectivement un point central qui est la pensée systémique. Donc vous voyez qu'on a effectivement cette chose-là. Le point qui est très très important pour pouvoir tenir dans les 5 minutes, je ne vais pas être très très long, faire remarquer que vous voyez qu'il y a effectivement des aspects de technosciences dans les questions de transition écologique, mais pas uniquement. Et donc je voudrais juste vous illustrer, comme l'a proposé Anna sur le dernier transparent,
que vous pouvez illustrer ce qu'il en est d'une perspective une perspective, même un rétro-regard et un regard prospectif sur une question qui est effectivement celle de la révolution agricole, celle de nourrir tout le monde. Donc là, j'ai représenté sur la gauche des travaux d'un collègue, Petros Tsatsipiros, qui est dans mon laboratoire, le laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain, et qui vous montre qu'il y a eu une grande révolution agricole, on la connaît, c'est la mécanisation à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, mécanisation d'une part et apport des engrais synthétiques d'autre part. Ce que je voudrais faire remarquer, c'est qu'il y a une nouvelle transition qui s'est opérée avec une agriculture de précision dans les années 80, ce qui est devenu en fait l'agriculture, ce qu'on appelle l'agriculture numérique au début des années 2010, ce qui n'a pas nécessairement suscité un enthousiasme. Et ça, je crois que c'est un point important vis-à-vis du numérique, c'est-à-dire qu'il y a des véritables enjeux, il y a des véritables gains importants. Un enjeu, par exemple, l'enjeu environnemental est très important. On sait aujourd'hui, grâce au numérique, grâce au GPS couplé, pouvoir donner les doses d'engrais et les doses de traitement qui sont à mesure sur les parcelles de champs et des choses qui vont avoir des impacts environnementaux très importants. La question qui fait défaut parfois sur la pédagogie, et je terminerai là-dessus, c'est effectivement le fait de pouvoir associer les acteurs. Alors, associer les acteurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, je l'ai mis en rouge, c'est en fait de pouvoir mettre du sens dans cette histoire. Et je reviens sur le point systémique. Quand on a une approche systémique, ça veut dire que chacun a sa place avec sa discipline, avec ses compétences. Si c'est en dehors de ses compétences, alors on se tait, mais que chacun a sa place et sa parole et quelque chose à dire. Et la crainte qu'on peut rencontrer vis-à-vis du numérique, c'est ce côté de disqualification. Et je crois que l'enjeu pédagogique, c'est justement cet aspect systémique de faire en sorte que personne ne se trouve disqualifié dans ses apprentissages et dans les usages du numérique. Voilà, je ne serai pas plus bavard que ça pour l'instant. Je vous remercie. Merci beaucoup, Christophe. Très, très, très intéressant. Nous allons donc, après ce petit regard sur un monde qui nous concerne tous, je vous propose maintenant donc de passer à la table ronde à laquelle vont participer donc, comme je disais tout à l'heure, Madame Seller, Karine Seller, qui est haut-commissaire aux compétences, Anne-Charlotte Monneret, qui est la déléguée générale d'EdTech France, Thierry Pic, qui est le directeur de l'innovation de l'EM Lyon et professeur de management, Michel Decoubet, qui est directeur learning et développement du groupe BIC. Cette table ronde va nous permettre d'éclairer sur 4 regards différents, donc un regard institutionnel, un regard entreprise, un regard recherche et enseignement et un regard EdTech, donc de technologie et start-up, le sujet des compétences et talents, de l'innovation et des écosystèmes. Je propose de démarrer par Madame Karine Seller. Donc, l'institutionnel en France est très important. Les réglementeurs et les subventionneurs ou les financeurs flèchent beaucoup de changements et beaucoup d'évolutions. Pourriez-vous nous expliquer quel est le rôle aujourd'hui du Haut Commissariat aux compétences et particulièrement vis-à-vis de l'EdTech et de l'existant et des disrupteurs? Bonjour à tous, ravie de participer à ces échanges sur un sujet qui nous paraît vraiment essentiel. Alors, du coup, j'endosse aujourd'hui le rôle de l'institutionnel. Un mot peut-être effectivement, comme vous m'y invitez, pour vous dire ce que le Haut Commissariat aux compétences et surtout pour aborder de front cette question de la façon dont nous abordons ces transformations et la place des acteurs. Le Haut Commissariat aux compétences a été créé pour déployer le plan d'investissement dans les compétences, qui est un plan de 15 milliards d'euros, qui est déployé sur les 5 années du quinquennat pour à la fois amplifier l'accès à la formation des publics les plus éloignés de l'emploi et pour transformer le système de formation. Et très tôt, en fait, dès que le plan d'investissement a été déployé, nous avons eu la conviction qu'en fait, nous ne pouvions pas remplir l'objectif de faire plus, c'est-à-dire d'augmenter le nombre de personnes qui se forment, si nous n'étions pas très fortement engagés pour faire mieux et pour faire différemment, en particulier pour des publics éloignés de l'emploi. La question des cadres, d'éviter de reproduire des cadres académiques de transmission des connaissances et des compétences était vraiment absolument essentielle. Donc, voilà pour les 2 mots d'introduction sur le plan d'investissement dans les compétences. Et du coup, on avait prévu
quasiment dès l'origine, de faire de l'année 2020 l'année de la transformation, après une première année en fait qui était une année d'amorçage et de mise sur orbite des principaux programmes. Le sujet de la transformation devait être à l'agenda de 2020. Comme tous, on a fait d'autres choses en 2020, contraints par la crise. Mais du coup, la crise, avec tout ce qu'elle a révélé, finalement, nous a invités et nous a imposé, en quelque sorte, d'aller sans doute encore plus loin que ce que nous avions imaginé en termes de transformation de la formation et d'intégration du digital dans la formation. L'enjeu d'ailleurs, je le dis à cet égard, ça n'est pas de faire du digital pour du digital. Le projet ne se borne pas à la digitalisation de la formation, hein. Ça ne peut pas se réduire à cela, ce serait réducteur. L'idée, c'est de façon plus profonde de transformer la pédagogie, les parcours d'acquisition de compétences, mais d'ailleurs aussi les lieux de formation. En réalité, l'enjeu pour nous, c'est de sortir de la conception de la formation comme étant encadrée, enfermée, entre guillemets, dans une unité de temps et dans une unité de lieu. Mais ce qu'elle n'est pas, évidemment ce qu'elle n'est plus depuis longtemps, mais de pouvoir faire de la formation un ensemble d'éléments complémentaires au service de l'acquisition des compétences, qui s'appuient sur les démarches expérientielles. Vous avez parlé de la réalité virtuelle, de la logique du jeu, et qui met au cœur de l'apprentissage celui qui apprend, qui doit aussi modifier le rapport à l'apprenant et répondre aux attentes peut-être d'interactivité et d'intensité émotionnelle qui est présent dans notre vie du quotidien. Donc voilà, c'est ça l'un des grands objectifs du plan d'investissement des compétences, c'est que je porte à travers un vaste plan de transformation et de digitalisation de la formation. Alors, particulièrement vis-à-vis de l'EdTech, des existants, des direuses, des disrupteurs, pour nous, l'objectif est clair, hein. Si on veut produire ces nouvelles approches pédagogiques, ça passe nécessairement par des collaborations nouvelles entre différents acteurs qui sont porteurs à la fois d'expertise, mais aussi de savoir-faire complémentaires. Ce sont les EdTech, les organismes de formation, les CFA, ce sont aussi les tiers-lieux ou les espaces hybrides, ce sont aussi les laboratoires de recherche, et c'est de faire coopérer, collaborer ces différents acteurs, avec d'ailleurs la préoccupation finalement d'éviter aussi une fracture au sein du monde de la formation entre ceux qui ont déjà pris le virage, les EdTech particulièrement, ou ceux qui sont les disrupteurs, et ceux qui sont en forte attente, mais pour plein de raisons, soit ne savent pas comment faire, soit ont des attentes, mais n'ont pas forcément réuni les moyens. C'est ce que vous disiez d'ailleurs sur les entreprises qui préfèrent parfois prendre des objets sur étagère plutôt que de construire pour eux-mêmes, et donc voilà, des objets un peu sur mesure. Et donc il y a aussi cette question d'éviter une fracture et de faire travailler et coopérer l'ensemble des acteurs. Merci. Est-ce que vous avez déjà une belle victoire à partager avec nous ou c'est encore trop tôt? Alors, c'est un peu tôt, peut-être deux mots pour vous dire, vous avez évoqué la question des communs numériques dans votre introduction et vous dire d'abord que pourquoi nous endossons et nous portons cette idée-là et peut-être quelques mots effectivement où est-ce que nous en sommes. Donc, on déploie, je porte un plan de digitalisation de la formation doté de 300 millions d'euros. Ce qui est relativement conséquent sur 18 mois. Donc l'idée, c'est, en fait, les transformations sont déjà largement à l'œuvre, mais il y a un enjeu sans doute d'accélération de la transformation. Et l'idée du plan de digitalisation, c'est d'accélérer les transformations à l'œuvre en accompagnant les acteurs. Il y a plusieurs logiques, hein. Il y a l'idée d'accompagner les transformations des acteurs à travers un appel à projet. Donc là, ce sont des consortiums d'acteurs, des groupements, des filières, des réseaux d'acteurs qui peuvent proposer des projets de transformation et de digitalisation. Notre appel à projet est en cours, donc on n'a pas encore des belles victoires, comme vous dites, mais en tout cas, on peut dire, parce qu'on est encore en phase d'instruction et on n'a pas encore sélectionné les projets, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on a
alors qu'on est seulement à la première vague, c'est un appel à projet permanent, reçu beaucoup de projets pour des montants d'ailleurs qui dépassent l'enveloppe initiale que nous avions imaginée. Donc d'ailleurs, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on va redoter ces enveloppes pour ne pas limiter les transformations. Donc c'est déjà une première victoire. On sait que ça répond à des attentes et qu'il y a beaucoup de projets qui ont été déposés. Et ce sont tous des projets en consortium. C'était vraiment une dimension importante. Les acteurs se regroupent, travaillent ensemble et c'est des consortiums qui mêlent, donc encore une fois, des organismes de formation, des EdTech, des labos, qui embarquent souvent d'ailleurs les sujets de l'évaluation dans la présentation du projet. Donc ça, c'est quand même, sans être les premiers résultats, ce sont quand même des tendances qui sont assez positives. Et puis la deuxième façon de transformer, c'est pour quelques métiers très stratégiques de la relance, de faire on est en train de sortir de terre des pilotes, dans une logique de pilote, donc une logique un peu expérimentale, pour créer des communs numériques, et notamment des communs numériques qui s'appuient sur des modules en réalité virtuelle ou immersive qui permettent d'apprendre un geste professionnel en ligne. On a fait travailler, dans le cadre de ces 15 pilotes, des acteurs ensemble. Donc, ce sont les branches professionnelles, les professionnels du secteur, les organismes de formation, les CFA, des acteurs des startups, des acteurs de la tech, et qui ont produit, donc, finalement, le cahier des charges de ces communs numériques, et on espère avoir les premiers produits pour le mois de juin. Notre conviction, c'est qu'il faut mettre ces communs numériques au milieu de la place du village, c'est-à-dire les mettre à disposition de l'ensemble des acteurs à titre gratuit pour accélérer finalement la diffusion, l'appropriation de ces nouveaux objets. Parfait, merci. Nous sommes tout à fait en phase. Donc, Michel, maintenant, toi, en tant que directeur du learning dans l'entreprise, qu'est-ce que la pédagogie pour toi et comment tu la prends en compte, la pédagogie, face à cette multitude de choix qui se présentent aujourd'hui à toi? Et on voit qu'ils vont continuer, puisqu'avec les communs, tu vas encore en avoir d'autres aussi. Oui, tout à fait. En fait, ce qui est intéressant, ou en tout cas important de mon point de vue à comprendre quand on est directeur de formation, c'est qu'on est devant des choix qui sont, ou en tout cas des situations qui sont assez antinomiques. Par exemple, en effet, comme tu l'as dit, l'évolution des métiers est de plus en plus rapide, il y a une obsolescence des compétences, il y a une guerre des talents. Donc, il en résulte que la digitalisation paraît être un bon moyen de répondre parce que ça permet d'accélérer la mise en œuvre de contenu, ça permet d'accélérer la création de contenu. Mais d'un autre côté, on est aussi dans des cadres de plus en plus légaux. Et donc, il y a énormément de contenus aussi digitaux qui, eux, vont arriver et qui vont être imposés aux collaborateurs. Des choses légales, des habilitations, des contenus de compliance. Et du coup, pédagogiquement, on se retrouve avec toujours une sorte de même objet, entre guillemets, qui est le digital, mais un qui est imposé et qui donc n'arrive pas à motiver le collaborateur. Quand on doit faire, je sais pas, 10 heures de formation en e-learning aujourd'hui dans certaines entreprises sur de la compliance, du légal, de l'habilitation, avant même de commencer à développer sa compétence, après, comme tu dirais, le digital, il est un peu, il est un peu déjà tué, entre guillemets, dans l'œuf. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que du coup, comment pédagogiquement différencier les deux? Comment utiliser, quelle pédagogie utiliser dans un cas, quelle pédagogie utiliser dans l'autre pour que l'appétence pour le développement de la compétence reste, en fait. C'est un vrai sujet. Ça, c'est un cas, parce qu'il y en a plusieurs. On ne peut pas parler de digitalisation quand on travaille sur une chaîne en usine de la même manière que quand on parle d'une soft skill. C'est un peu compliqué. Et du coup, pour tes principaux choix, des LMS, des LXP, peut-être dire aussi 2 mots ce que c'est, Ouais. comment tu t'y prends? Ben justement, c'est une des réponses, c'est ça. C'est le LMS. Ce qui est important donc, dans le Learning Management System, c'est les systèmes qui existent depuis les années 2000, la fin des années 90 même. Et ce qui est important, c'est le M, c'est le management. Donc, c'est tout à fait adapté aujourd'hui pour tout ce qui est justement suivi de tout ce qui serait légal, de ce qui serait récurrent, de tout ce qui est à refaire. Par contre, c'est très peu. Un LMS aujourd'hui n'arrive pas à distribuer du contenu digital de manière vraiment facile si on se base sur des compétences, sur les appétences des gens.
Et donc là, on va prendre, moi c'est ce que je mets en place, hein, un LXP, donc un Learning Experience Platform, qui lui va se baser sur l'expérience. Et là, c'est une autre approche, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être au-dessus du LMS, ça va être la porte d'entrée de toutes les formations. Et cette porte d'entrée va permettre aux collaborateurs, en fait, aux apprenants, de chercher des contenus par compétence. Et ça impose un autre choix aussi. C'est-à-dire que du coup, une fois qu'on a un LXP qui, lui, a fonctionné uniquement quasiment que par compétences, en recherche de compétences, ça permet aussi pédagogiquement de dire, eh bien maintenant, des parcours peuvent être créés par des experts métiers et le learning and development ne devient plus qu'une sorte de consultant qui va les aider à créer ces parcours, mais qui ne va pas les taguer, qui ne va pas les tamponner. Ce n'est pas lui qui sera responsable de la distribution en fait, de ce parcours. Ce sera directement l'expert du département ou quelqu'un en interne qui aura créé ces parcours. Par contre, ces parcours seront en majorité faits par avec des éléments préexistants, des bibliothèques de contenu. D'où les 7000 contenus qu'on peut trouver dans des LMS, par exemple. C'est ça, mais si tu mets ces 7000 contenus dans un LMS, la personne va s'y perdre. Si tu le mets dans un LXP, elle va pouvoir essayer de les trouver par les compétences. Donc, du coup, et c'est une vraie révolution pour une entreprise, hein, de gérer toute la formation par compétences. Hein. Et ça veut dire que il y a tout un impact pédagogique aussi sur le fait que, eh bien, du coup, si je pars des compétences, si j'ai des contenus préexistants, quelle pédagogie ou quel soutien je mets aux experts pour que ces derniers puissent créer les briques manquantes qui vont faire le sens dont on parlait tout à l'heure de la pédagogie. C'est-à-dire que je prends des éléments existants, management de projet, c'est standard. Je peux prendre des briques de management de ce projet en ligne, quelle qu'elle soit. Par contre, dans mon entreprise, comment je contextualise tout ça? Et cette brique-là, il faut la créer. Et c'est là où la pédagogie commence à rentrer. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, la pédagogie, c'est plus de créer des modules d'e-learning de 5 heures ou même de 10 minutes ou de les acheter. En fait, ils existent déjà sur ces sujets-là. La pédagogie, c'est comment j'assemble ces briques avec les experts du métier et comment je les accompagne pour faire le chaînon manquant, pour donner le sens à tout cet assemblage. Très intéressant. Merci, Michel. Thierry, ce sujet de la pédagogie, quand on regarde maintenant une grande école de commerce comme l'EM Lyon, comment il se pose et comment donc la recherche et l'enseignement vont permettre à tout cela de prendre corps? Alors, je vais un peu moins vous parler de digital, mais effectivement plutôt d'évolution pédagogique au travers des évolutions et des besoins de ces populations jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, puisqu'on a aussi beaucoup de formations continues. Moi, je vois deux évolutions majeures qui ne sont pas forcément des découvertes, mais qui sont vraiment des enjeux clés. La première, elle porte sur le contenu et à la fois sur le process. Sur le contenu, c'est vraiment le besoin de sens. C'est-à-dire pour une école comme la nôtre, être beaucoup moins axé sur les techniques business et les outils qu'on peut effectivement la trouver sur étagère en mode digital, mais beaucoup plus répondre à des questions de sens, alors qui portent sur à la fois les évolutions du monde, c'est-à-dire introduire des sujets autour de la géopolitique, des enjeux sociaux, sociétaux, des enjeux climatiques évidemment, qui portent aussi des sujets de préoccupation d'aujourd'hui et de demain qu'ont nos étudiants, que ce soit l'environnement, le digital, l'énergie, les villes de demain, tous ces sujets qui sont des sujets qui les touchent. Et du coup, les nouveaux business models, évidemment, pour des étudiants d'école de commerce qu'il faut inventer pour traiter ces sujets-là. Un troisième champ de sens, c'est les soft skills, effectivement, où toute cette dimension de la relation à l'autre et de la collaboration et de la connaissance de soi. Et un dernier élément dans le sens, c'est les aider à repenser leur contribution dans un monde en changement, dans un contexte effectivement d'ambiguïté et d'incertitude. Comment les aider dans leur capacité à se développer, à s'adapter. Et là, on est beaucoup plus dans des actions qui sont du tutorat, de l'accompagnement, parfois de proximité, qui peut aussi se faire à distance, bien sûr. Donc ça, c'est pour le contenu. Le deuxième élément vraiment que je vois en termes d'enjeu, c'est le besoin d'engagement, la recherche d'engagement. Donc là, on est beaucoup avec des pédagogies qui évoluent vers des pédagogies beaucoup plus actives, et qui sont beaucoup plus centrés sur la création et sur la possibilité pour eux d'innover et de trouver des solutions à ces enjeux qu'on a évoqués, beaucoup plus que sur la simple transmission de savoir du passé. Donc des pédagogies qui sont là pour les aider à inventer, à créer et à se réaliser au travers de ces initiatives qu'ils peuvent prendre sur des projets ou autres activités de ce type-là. Anne-Charlotte, pour l'EdTech, déjà peut-être dire 2 mots d'EdTech France, mais vraiment 2 mots. Et quel est le rôle de la pédagogie dans l'EdTech?
Bonsoir Anna, bonsoir à tous. Merci pour les précédents intervenants, c'est très intéressant pour moi d'écouter vos points de vue. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on reste parfois dans une bulle de ce que peut être EdTech France. On essaie de ne pas le faire, mais ça arrive entre entreprises. Donc EdTech France, c'est une association qui fédère les EdTech en France, un peu plus de 400 entreprises aujourd'hui, des startups, des scale-up et des organismes de formation 100% en ligne. Donc, on fédère ces savoir-faire, on démontre leur utilité au service de l'éducation et de la formation et on aide à diffuser ces technologies sur le territoire et à l'export. Donc, la pédagogie, c'est la question cruciale de 2021 pour la EdTech. Pourquoi? Parce que 2020, c'était l'année du crash et du constat, de l'importance du numérique pour mettre en place des solutions de formation et d'éducation qui soient hybrides et qui soient pérennes, qu'importe la situation sanitaire, sociale et surtout pour tous les types de métiers, pas seulement les métiers ultra qualifiés. C'est aussi 2021 une année record en termes de levée de fonds dans la EdTech, de création d'entreprises et de prise en compte justement pour les EdTech de l'impact des sciences cognitives et des neurosciences. Donc, c'est un sujet qui est extrêmement présent, la pédagogie pour les entreprises du numérique, à la fois pour l'éducation initiale et la formation continue. Et ça donne des tendances qui reflètent l'importance de cette pédagogie. Donc, on va voir par exemple ce qui va être micro-learning, mobile learning, donc la capacité pour le collaborateur d'avoir des contenus beaucoup plus courts adaptés à son temps de travail sur un outil qui lui est personnel, le téléphone, ce n'était pas le cas avant. Tout ce qui va être le pair à pair, de plus en plus de solutions EdTech se tournent vers cette pédagogie-là qui est extrêmement politique en entreprise. Hein. C'est dire que le collaborateur n'est pas seulement là pour recevoir, mais aussi pour transmettre, pour former. Pareil pour les étudiants et pour les établissements du supérieur. Et après, il y a tout le sujet des compétences douces, justement, de comment on réinvente la pédagogie elle-même, comment on travaille sur la communication grâce au numérique, grâce aux technologies, que ce soit dès le plus jeune âge, avec des solutions EdTech qui forment les enfants à ces soft skills, ou pour les adultes. Et l'enjeu de tout ça, donc étape 1, évidemment, intégrer la pédagogie à la construction d'un outil numérique qui réponde à un besoin. Ça, c'est l'étape 1. Et on essaye d'y arriver au maximum. Et l'étape 2, c'est une fois qu'on a répondu à ce besoin, comment on est aujourd'hui en capacité de tracer l'impact de la formation grâce au numérique. Comment on récupère ces traces d'apprentissage, comment on vérifie le passage à l'action de l'étudiant, du collaborateur, de l'élève, et comment on le mesure dans le temps. Et ça, c'est l'étape 2. Les EdTech s'y penchent très fort aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on travaille, nous, de plus en plus avec l'univers de la recherche. Pour terminer sur la question, Anna, on travaille avec des chaires, que ce soit celle de l'Université de Troyes, que ce soit une chaire à l'UNESCO sur le handicap et le numérique. On travaille aussi avec une SAT, donc, qui est un réseau de laboratoires de recherche qui favorise le transfert de technologies entre des chercheurs et nos entreprises. Donc, on cherche vraiment, que ça soit dans des chaires de recherche ou avec des acteurs laboratoires, à rapprocher les mondes pour que justement les solutions qui émergent, d'une part, prennent en compte les dernières avancées de la recherche, mais surtout ne réinventent pas la roue et soient utiles à un vrai besoin terrain. Et ça, c'est ce qu'on peut reprocher à la EdTech, ce qu'on a pu reprocher à la EdTech, c'est de ne pas adresser le besoin du salarié ou l'élève dans son intégralité et d'être sur une micro-brique qui fait qu'au final, on se retrouve avec 12 000 solutions à assembler les unes avec les autres. Ouais. Et quels enjeux et opportunités dans les 5 ans? Alors, il y a beaucoup de choses qui vont arriver liées à la transformation du monde du travail. On a un énorme enjeu de réussir à former les 200 000 postes qui ne sont pas pourvus dans la tech et tous ceux qui ne vont pas être pourvus liés à la transformation des industries classiques. Donc, réussir à rapprocher les mondes de l'école et de l'entreprise, parce que si l'entreprise se digitalise, il va falloir aussi qu'on digitalise notre école pour que ces personnes qui sont aujourd'hui dans le circuit d'apprentissage soient capables de s'adapter à des métiers qui changent. Donc, un enjeu énorme de formation, un enjeu énorme de souveraineté de nos entreprises, de notre système éducatif initial et continu et de nos solutions EdTech. Donc, on travaille beaucoup sur le projet Gaia-X de notre côté et sur un code de conduite pour le ministère de l'Éducation nationale, mais l'enjeu de souveraineté, il est énorme. Troisième enjeu, le verdissement numérique.
Je vous parle de EdTech, d'outils, de développement, mais tout ça, ça a un coût. On commence à peine à y réfléchir, donc c'est l'enjeu des 5 années avec la nécessité d'être capable d'en mesurer l'impact. Et dernier point, le CPF. Où va aller le CPF ? Qu'est-ce que ça signifie en termes de formation? C'est très politique, hein, tout le monde peut se former à tout. Donc, il va y avoir peut-être, je pense, des évolutions des CPF. Tu parlais de CPF de filière, peut-être un CPF d'entreprise, peut-être un CPF pour les jeunes. Enfin bref, on verra. Mais pour moi, il y a plein d'autres enjeux. Ces 4 points-là. C'est ça là. Voilà. Merci Anne-Charlotte. Michel, tu travailles avec des startups. Comment, d'après toi, elles pourraient participer à l'innovation de l'entreprise? Donc, face à Anne-Charlotte, qu'est-ce que tu lui dis? En fait, c'est assez compliqué dans un grand groupe, alors pas de travailler avec des startups, mais de faire aboutir les projets finalement. Parce que on ne peut pas dire que les grands groupes soient des sociétés tout à fait agiles, hein. Et souvent, les startups proposant des solutions qui impliquent la pédagogie, enfin la technologie, pardon, vont se retrouver confrontés à la DSI en fait. Et la DSI aujourd'hui, dans certains cas, met quand même pas mal de freins à toute innovation possible. Donc très souvent en fait, ce qui se passe dans une startup, c'est que on va lui demander de faire des POC, donc des proof of concept, hein, des projets pilotes, des choses comme ça. Mais pour que ça arrive et qu'on arrive à finaliser en fait un projet, ça devient assez compliqué à cause de la dimension justement technologique. Les grands groupes sont quand même assez frileux encore aujourd'hui pour aller au-delà de solutions existantes, pérennes, etc. Et ça revient aussi à ce que disait Anne-Charlotte, c'est-à-dire que le problème aussi des startups, c'est qu'aujourd'hui, souvent, une startup va aborder un point d'un problème. Et il faudrait quasiment trouver une autre pour répondre à quelque chose de plus large. Et encore une troisième, une quatrième. Et le tout à intégrer dans un système, un SIRH ou peu importe, qui existe déjà en fait. C'est pas très facile en fait. Hein. Oui. Un enjeu d'intégration, un enjeu de DSI. On va faire venir les DSI la prochaine fois. Aujourd'hui, quels sont pour toi tes enjeux et tes opportunités en tant que directeur du learning par rapport à tous ces sujets? Les vrais enjeux, quitte à me répéter, c'est vraiment d'arriver à donner du sens à diverses briques qui existent, à pouvoir motiver les gens à aller pas s'auto-former parce que c'est pas le cas, mais c'est de les accompagner en fait. On ne peut pas les laisser dans une entreprise, en tout cas dans l'entreprise. Si on fournit des contenus, on ne peut pas les laisser dire débrouillez-vous. Ça ne marche pas. Donc un des enjeux vraiment, c'est de dire comment je vais vous accompagner pour que vous compreniez quels sont les contenus, comment on les utilise, comment on les articule, qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est un véritable enjeu. Le deuxième enjeu, c'est de dire, Anna, elle est pour le même métier, elle ne se formera pas, elle n'a pas le même niveau, elle ne se formera pas comme Michel. Donc, comment j'individualise la formation? C'est-à-dire comment la formation Donc, l'adaptive learning. Ouais, l'adaptive learning, ça, c'est un vrai enjeu aussi. Et toujours avec cette idée que derrière, il y a quand même des contraintes économiques dans une entreprise. Hein. Et que même si on dit, bon, on a plus ou moins un portefeuille bien garni, ça n'empêche pas que si on dit, on va créer des contenus pour nous, comment les crée-t-on? Est-ce que la personne qui est un expert, on va le payer pendant ce temps-là? Enfin, est-ce qu'il fait son job? Pendant ce temps-là, on va lui dire, oui, mais tu ne réalises pas tes tâches journalières. Donc, il faut aussi que la culture d'entreprise change. Et ça, c'est un véritable enjeu. C'est-à-dire que du coup, il faut que dans un grand groupe, la culture d'entreprise change. Le compagnonnage ou le pair à pair, ça marche très bien dans une entreprise artisanale. Hein. C'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre dans un grand groupe. Hein. Merci Michel. Et Thierry, et pour toi alors? Je vais vous parler d'enjeux un peu différents, un enjeu dont on n'a pas parlé actuellement, mais qui est alors le nôtre à EMU en ce moment, qui est celui des lieux physiques. Parce que finalement, on a un projet de construction d'un campus de 30 000 m² en plein centre-ville. Alors, on a appréhendé cet enjeu au travers d'un laboratoire d'innovation qui s'appelait le SILEX, 1000 m² au centre-ville de Lyon, qui a été un laboratoire de recherche appliquée, en fait, où on a effectivement, alors je parle au passé parce que c'est une expérience qui a duré 2 ans, de 2018 à 2020, où on a un peu, avant le Covid, en avance de phase, effectivement expérimenté des processus hybrides avec du physique et du virtuel. C'était un lieu très, très disruptif où on a pu tester à grande échelle, alors à la fois des outils, des méthodes et des contenus nouveaux, mais surtout
comme le disait Michel, des évolutions culturelles au niveau des professeurs, au niveau des étudiants, avec des états d'esprit, la remise en cause un peu des croyances qu'on a. On a beaucoup notamment travaillé autour de l'école ouverte, comment on a de multiples interlocuteurs, des flux de personnes qui viennent enrichir la connaissance et pas des cloisonnements uniquement entre programmes ou entre populations. On a beaucoup travaillé sur le mélange des publics, des ingénieurs, des business, artistes, design, mais aussi des générations. Comment des jeunes publics peuvent travailler notamment sur des thèmes digitales où ils peuvent être un peu égaux, voire même les jeunes peuvent tutorer les plus anciens. Donc comment on mélange les générations. On a beaucoup travaillé aussi sur des pédagogies collectives, comment on apprend à travailler ensemble, comment on apprend l'intercompréhension, comment on apprend à pas tout savoir tout seul, mais au contraire à pouvoir mixer ses compétences avec celles des autres, et beaucoup centré sur la création. Donc on a même été jusqu'à créer des lieux que les apprenants pouvaient configurer eux-mêmes, donc avec une logique de responsabilisation de la configuration de notre environnement d'apprentissage. Voilà, et alors, on a formalisé tout ça puisque c'était de la recherche appliquée dans un livre, Retour d'expérience. Je pourrais vous l'indiquer, vous l'envoyer si vous voulez, mais ça pose vraiment du coup l'enjeu de la place des lieux physiques demain dans des campus nouveaux où on ne vient plus forcément pour étudier, puisque finalement on peut avoir accès à du contenu chez soi ou un peu n'importe où. Donc qu'est-ce qu'on va venir faire dans un campus? Un peu la même question que se posent les entreprises. Les campus vont être beaucoup plus des lieux de vie, des lieux de mixité, des lieux d'ouverture sur des populations différentes, des lieux d'expérience. On ne va pas simplement travailler le cerveau, mais aussi le corps et le cœur, parce qu'on va vivre des expériences émotionnelles et collectives qu'on ne peut pas vivre derrière son ordinateur. Et là, je trouve qu'il y a un vrai enjeu de non pas basculer complètement en digital, mais de penser justement cette hybridation et cette articulation entre des moments collectifs physiques et puis des moments individuels ou collectifs, digitaux ou virtuels. Merci Thierry. Et tu nous amènes du coup à la conclusion. Et si on faisait tous ensemble? Donc là, il y a des aspects, tu viens de mettre les lieux, Anne-Charlotte avec beaucoup de choses autour de l'EdTech, Michel le learning, Karine Seller autour donc de ce que peut faire le Haut Commissariat aux compétences. Donc, je ne sais pas lequel d'entre vous veut démarrer. Et si on faisait ensemble? Je rebondis sur ce que tu viens de dire sur les lieux, et c'est vrai que c'est une dimension cruciale et qui invite à faire ensemble, donc c'est parfait, c'était la bonne transition. Il y a notamment un très beau projet sur lequel je trouve que c'est important de s'arrêter, qui s'appelle les Campus Connectés, qui est un projet qui a pour but de rassembler justement des apprenants qui sont derrière leur ordinateur en train de suivre une formation 100% en ligne, en partant du constat que le 100% en ligne seul, ça ne fonctionne pas et qu'il y a besoin d'échanges, de lieux, de coaching, d'accompagnateurs, comme je vois dans le chat, pour faire en sorte que les apprenants grandissent et vivent ensemble. Et donc ça s'appelle les campus connectés, 89 tiers-lieux qui vont être ouverts progressivement sur les 2 années à venir et qui vont former du coup des apprenants en formation individuelle. Et nous, on est impliqués notamment sur le campus de Beauvais, mais je rebondis parce que c'est des lieux qui vont faire intervenir les collectivités, les établissements du supérieur autour, des OF, et je pense que c'est un projet qui est très pertinent. Et le deuxième axe pour moi pour faire ensemble, c'est justement tout ce qui est accélérateur et incubateur, créer des lieux d'accompagnement pour les EdTech, donc pour les technologies de demain, au sein des personnes qui savent faire, qui ont l'expérience. Donc au sein typiquement de l'EM Lyon, il y a un programme qui est génial. Au sein des universités, on est par exemple partenaire aussi de celui de CY University, mais au sein des grands groupes également, et d'avoir justement dès le début un échange entre ceux qui vont utiliser l'outil et ceux qui le créent. Et de plus en plus, ça se lance, et je trouve que c'est un bon moyen de faire ensemble que cette idée d'accélérateur ou d'incubateur interne dédié à la EdTech. Merci Anne-Charlotte. Qui prend la suite? Ouais, Pardon. Allez-y. Pardon. Étant au téléphone, je suis aveugle, donc je vous prie de m'excuser. Peut-être pour rebondir sur ce qui a été dit et sur ce qu'on peut faire ensemble. On est dans une période extrêmement riche en réalité, où il y a énormément d'initiatives, et les quelques exemples que vous avez présentés montrent à quel point notre monde est en train de bouger. C'est très positif. Il y a encore beaucoup de gens à convaincre, et il y a effectivement beaucoup de besoins d'accompagnement. Et sans doute que la meilleure façon de faire bouger ces lignes-là, c'est effectivement de faire ensemble, c'est-à-dire de décloisonner, de capitaliser, de mettre aussi en visibilité ce qui se fait,
ce qui se crée et surtout de créer des espaces de partage à partir de projets très concrets. Et ça me paraît vraiment le point essentiel. Moi, je voulais vraiment accentuer ce qui a été dit sur l'enjeu des tiers-lieux, des lieux tiers, des lieux hybrides, des lieux de partage, des lieux d'abord où on rend accessible la formation, mais surtout où on vient partager des expériences, se croiser avec d'autres univers. Et moi, je crois aussi beaucoup, c'est très présent aussi, mais en sous-jacent de nos échanges, au décloisonnement entre la formation initiale et la formation continue aussi, de sortir de ces cloisonnements où on diffuse aussi au-delà de ça. Donc, ces tiers-lieux sont ce cadre-là. Nous, on va lancer un appel à projet de soutien aux tiers-lieux. L'idée, c'est justement de ne pas faire un cadre enfermant avec un cahier des charges très précis en décrivant précisément ce qui doit se faire dans ces tiers-lieux, mais plutôt de soutenir des initiatives à partir de la diversité de ce qui existe et de laisser l'espace. Finalement, nous ne sommes que pour reprendre le début, nous ne sommes que les investisseurs, nous ne sommes pas les faiseurs, et nous concevons notre rôle dans cette optique-là. Il faut que les tiers-lieux soient aussi effectivement des lieux d'accompagnement. Et puis on a la question de des incubateurs et de construire des projets ensemble et avoir des cadres d'accélérateurs. Voilà, je partage assez ce qui vient d'être dit. Et en ce qui nous concerne, on sera en très fort soutien de l'ensemble de ces initiatives, pas pour structurer au sens de tuer l'innovation, mais de la soutenir parce que, en fait, c'est bien dans ces innovations et dans les approches de terrain qu'on va véritablement transformer et s'aimer. Merci, merci. Et là, on a un regard d'expert de Thierry Pic qui peut être aussi très utile. Vous avez été très galants, messieurs, donc maintenant, qui veut prendre la parole? Je peux enchaîner parce que je suis complètement d'accord et je pense qu'à la jeunesse de ces expérimentations, de ces projets, il y a finalement un changement de posture et d'état d'esprit avec aussi un petit peu de l'humilité dans l'idée que finalement on est dans un monde de sachants, le monde de l'éducation, dans une logique quand même assez top-down avec des croyances assez fortes sur ce qu'est l'école, sur ce qu'est apprendre. Et je crois que les neurosciences d'ailleurs contribuent beaucoup à nous permettre de mieux comprendre ce que sont les processus d'apprentissage, aussi les processus de transmission. Donc on découvre un peu quand même ce monde-là. Là. Quand on regarde un peu l'éducation et la formation a finalement assez peu bougé depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc on est, je pense, à un tournant, effectivement, aidé bien sûr par les technologies, mais on le voit aussi par les sciences cognitives, par le besoin de sens des participants, etc. Donc il y a plusieurs facteurs qui aujourd'hui nous amènent à reviser ces modèles, à revisiter ces modèles. Et je pense qu'effectivement, ça commence d'abord par un état d'esprit d'ouverture, d'innovation ouverte, de volonté de partager ce qu'on a avec les autres, d'humilité, de reconnaître qu'on n'a pas toutes les réponses, mais que c'est ensemble qu'on va construire peut-être des solutions nouvelles, et puis rentrer dans des logiques d'expérimentation, de test and learn, comme on dit, d'essais-erreurs, peut-être locales, petites, avec des projets pilotes. Finalement, c'est rien d'autre que des démarches d'innovation adapté à l'éducation. Donc, moi, j'invite effectivement à tout le monde à essayer de remettre un petit peu en cause ces certitudes quelque part et accepter de les mettre avec d'autres au profit de solutions nouvelles. Merci Thierry. Michel? Ouais, je ne pourrais qu'abonder dans ce sens. Aujourd'hui, comme l'a dit Thierry, l'apprentissage en général a peu évolué. Mais la formation en tant que telle au sein d'une entreprise, enfin de grands groupes, est aussi assez entre guillemets figée. Il y a un modèle en fait aujourd'hui. Et faire ensemble, ça serait vraiment d'arriver à décloisonner pour que tout le monde descende un peu de son piédestal et arrive à échanger. Parce que c'est aujourd'hui ce changement culturel de comment on appréhende la formation, l'apprentissage, l'éducation tout au long de sa vie, qui va pouvoir faire que les choses vont fonctionner. Si chacun reste dans sa tour d'ivoire, je ne vois pas comment on va y arriver. Donc faire ensemble, c'est une obligation. Et les lieux physiques seront importants. Tout en digital, ça ne marchera pas bien non plus. En fait. Bon, ben écoutez, là on est en digital. J'espère que la prochaine fois on sera en physique, parce que cette conférence devait être en physique, mais bon, vu la situation sanitaire, c'était impossible. Donc, pour poursuivre, on a quelques questions, j'ai vu, et puis j'espère que nous pourrons faire ensemble
et que c'est le premier pas du faire ensemble. Merci de votre participation. Élodie, tu peux nous dire s'il y a des questions? Oui, il y a quelques questions et j'en ai aussi. Une des questions, c'était comment positionnez-vous la valeur du coaching par rapport aux enjeux de ces nouvelles approches? Et j'étendrai la question. Finalement, il y a formation et mise en situation, hein, et c'est-à-dire qu'apprendre, c'est à la fois être en situation de formation et puis être en situation professionnelle ou en situation de faire un projet. Et donc, finalement, comment on envisage de rendre ces parcours, enfin de guider de façon plus intelligente et ces parcours qui naviguent entre formation, mise en situation. Enfin, voilà. Donc, je pose la question à Michel dans le cadre de son entreprise et puis à Thierry pour tous ses étudiants. C'est une excellente question. Aujourd'hui, en fait, c'est une vraie problématique parce que le coaching est souvent envisagé pour des populations assez restreintes, en fait. Et donc, or, justement, la formation a plutôt pour but d'essayer de toucher tout le monde. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une vraie problématique sur la volumétrie, pour ainsi dire, du coaching. Comment le coaching peut-il accompagner tout le monde? C'est pas si simple. Est-ce que le coaching à distance sur des plateformes, ça fonctionne aussi bien? Est-ce que quel est l'objectif? Enfin, aujourd'hui, j'ai pas la réponse exactement à ça, hein. C'est un sujet qui a plusieurs. Il y a une dimension, disons, technologique, les plateformes, etc. Comment ça marche, mais aussi il y a des SIRH qui vont gérer des offres de coaching, qui sont souvent en dehors en plus de la formation. C'est pas le service formation qui a la main sur ce genre de choses. Donc c'est pas si simple en fait. J'ai pas de réponse, hein, malheureusement comme ça, toute faite. Je peux répondre avec deux sujets. Il faut d'abord qu'on essaye d'éviter de sortir de ces cloisonnements entre formation et autres situations. On apprend tout au long de la vie. L'apprentissage dans les situations informelles est très important, on le sait, le 70-20-10. Donc, comment effectivement on est dans des logiques d'apprentissage un peu permanent, qu'on soit en formation ou en situation de travail. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, effectivement, c'est de se dire qu'il y a des formes peut-être différentes de coaching. Je pense notamment à du travail entre pairs, à des communautés apprenantes qu'on essaye de mettre, nous, par exemple, entre des étudiants ou des étudiants un petit peu plus âgés commencent à aider ou à collaborer avec des étudiants un petit peu plus jeunes. Donc, comment des collectifs peuvent aussi, du coup, apprendre entre eux et échanger des expériences. On fait ça avec des étudiants qui partent à l'étranger et qui restent connectés entre eux et qui échangent des expériences. Alors, ce n'est pas du vrai coaching, mais c'est quand même de l'apprentissage par les pairs, qui a des vertus d'accompagnement, en tout cas, qui sont assez importantes. Donc ça, c'est la dimension un peu organisationnelle, collective. Et puis, il y a aussi, mais Anne-Charlotte en parlera sûrement mieux que moi, des technologies embarquées qui permettent de prolonger, des assistants impersonnels qui permettent de prolonger avec peut-être des petits challenges, des petites stimulations, qui permettent de prolonger ce qu'on a vu dans la salle de cours en situation de travail professionnel. Donc, je pense que là aussi, c'est une conception un peu différente de la pédagogie. On n'apprend pas que dans une salle de cours. Il faut se dire qu'on peut apprendre tout le temps et qu'à partir du moment où on est connecté à d'autres et connecté à des technologies qui peuvent nous soutenir et faciliter, on a des instruments aujourd'hui, effectivement, sans aller dans du coaching tel qu'on l'entend pour du coaching de dirigeants, de commencer à mieux pouvoir échanger des pratiques et à travailler ensemble en communauté. Je rebondis, Thierry, tu as tout à fait raison. Il y a 3 types de technologies qui se développent de plus en plus et c'est marrant parce que comme j'ai une vue à 360, je vois quand il y a des entreprises qui font plusieurs fois la même chose. Ça veut dire qu'il y a un besoin et après survivra celle qui doit survivre. Mais il y a 3 types de technologies. Il y a celle, tu parlais de pédagogie de pair à pair pure et c'est vrai que c'est le développement de plateformes, d'applications qui permettent le travail sur des projets précis avec toute une communauté qui s'investit, d'étudiants, de salariés, avec un suivi dans le temps aussi de l'avancée de ce projet porté par des pairs. Par exemple, We Are Peers, Challenge Me. Il y a des technologies qui permettent l'onboarding, donc le coaching des nouveaux arrivants dans les structures, que ce soit pour des écoles ou pour des salariés. Donc du coaching de montée en compétences, par exemple Magma. Et après, il va y avoir tous ces micro-coachings assistants virtuels pilotés par l'intelligence artificielle sur la formation, qui sont en effet souvent des applications ou des bots qui coachent le collaborateur, entre guillemets, dans la mise en place de sa formation. Mais c'est intéressant parce que
tout ça est en parallèle du pur coaching. Et il y a des EdTech qui aujourd'hui se développent sur vraiment le fait de faire venir un vrai coach en termes de développement personnel au sein de l'entreprise et l'acceptation aussi par les entreprises que la notion de bien-être au travail et de développement personnel des salariés et des étudiants est importante. Donc, je pense par exemple à Simundia ou à MoveOne, qui sont vraiment des entreprises qui mettent en relation, des EdTech qui mettent en relation salariés et coachs. Donc, il y a toute la technologie de coaching autour de la formation et puis il y a le vrai coach qui est encore là et qui, grâce à la technologie, rentre dans l'entreprise. Donc, c'est complètement d'actualité et c'est intéressant comme sujet parce que ça varie beaucoup selon les structures. Ça me fait rebondir sur en fait, ce n'était pas vraiment une question, mais c'était une remarque au tout début du chat. Quelqu'un disait « Aucune direction générale n'acceptera que les RH travaillent sur les soft skills, car cela réduirait les clones. » Michel, les clones chez BIC. Alors pour le coup, chez BIC, ce n'est pas forcément cloné, mais ça rejoint un peu la question qu'il y a sur la culture. C'est quel est l'impact de la culture d'entreprise chez BIC? Et en fait, chez BIC, on est en pleine transformation. Et cette transformation RH, bon, ok, un peu classique, est accompagnée aussi d'une... en gros, les centres de pouvoir de BIC est en train de se scinder. C'est-à-dire que c'est une entreprise française et elle est devenue franco-américaine. Et le côté formation, en fait, le côté RH, développement des talents, a basculé du côté américain. Et là, en fait, il y a un vrai impact parce que ça veut dire qu'ils sont partis du coup, c'est la culture américaine qui commence à dominer, avec des gens qui n'ont pas forcément été, qui n'ont pas forcément eu de poste à l'étranger, etc. Et d'un seul coup, ils sont arrivés, ils ont dit, bah, c'est très simple, on va tout faire en ligne, tout. Parce que ça fonctionne aux États-Unis, on fait tout en ligne, hop, donc du coup, et là, moi je leur dis, mais c'est quasiment infaisable. Déjà parce que c'est pas la culture forcément européenne, mais en plus parce que vous n'êtes pas en train de parler d'une seule langue, mais de 10 langues ou de 15 langues, comment je fais tout en ligne, comment je contextualise, etc. Donc l'impact de la culture, elle est assez importante. Et dedans, ça veut dire qu'en effet, il y a un précaré qui se réserve très souvent, qui n'est pas vraiment le soft skill, enfin, dans le cadre de chez BIC, mais pareil dans les autres entreprises que j'ai faites, c'est pas forcément le soft skill, ça va être beaucoup un précaré qui va être gardé autour de tout ce qui est justement un peu coaching pour les exécutives, programme spécifique pour les exécutives. Ça va être gardé. Beaucoup moins, à mon avis, moi, j'ai pas vécu de soft skill gardé vraiment par les directions générales comme leur précaré, en fait. Mais la culture, dedans, va jouer, en fait. Il y a certaines entreprises, certainement, ça va être le cas. Ok, peut-être une toute dernière question pour rebondir un peu sur ce que disait Anne-Charlotte sur un chantier qui est devant nous, c'est-à-dire l'évaluation de l'efficacité de l'ensemble de ces dispositifs, innovations, changements. Je m'adresserai à Karine Seller, c'est finalement comment on envisage d'évaluer les politiques publiques qui vont être mises en œuvre à travers votre projet d'investissement. Merci de la question. C'est une question effectivement très importante. Je l'évoquais, mais vraiment de façon très rapide tout à l'heure. La question de l'évaluation sur un projet comme celui-ci, il est essentiel. En fait, dans le cadre du plan d'investissement, on embarque le sujet de l'évaluation dans tous les programmes qu'on déploie, avec d'ailleurs des financements dédiés à l'évaluation et qui sont sanctuarisés. On a mis en place un comité scientifique du plan d'investissement dans les compétences auquel on a d'ailleurs demandé de travailler à la façon dont on peut évaluer le projet spécifique autour des communs numériques ou plus globalement du plan de transformation et de digitalisation de la formation. Donc, on va être très attentif aux propositions qu'ils vont formuler et l'ensemble sera évalué par ce comité scientifique composé de chercheurs indépendants. Quoi qu'il en soit, dans chacun des projets proposés dans le cadre de notre appel à projet, on demande à ce qu'il y ait un volet d'évaluation qui soit embarqué. Et ça va faire partie de l'analyse et de la sélection des projets, de s'assurer qu'il y a bien une évaluation embarquée. Ça n'épuise pas le sujet de notre point de vue parce qu'il y a une question plus globale, c'est comment est-ce qu'on mobilise la recherche sur ces sujets-là et comment est-ce qu'on soutient davantage la R&D sur le sujet de la digitalisation.
et on est en train d'y réfléchir, mais c'est d'ailleurs un des sujets sur lesquels nous, on est très preneurs de vos regards à vous, ceux qui êtes des faiseurs, sur la façon dont on pourrait intervenir pour renforcer davantage la recherche et développement sur ces sujets. Je voulais rajouter un petit mot en complément à propos de la question du coaching. J'étais très intéressée par la réponse, par la question et par les différentes réponses. Moi, j'ajoute à tout ce que ont dit les participants, enfin les intervenants précédents, qu'en fait, le coaching est une dimension essentielle. Alors, on peut appeler ça coaching, accompagnement. En tout cas, moi, je crois beaucoup à la nécessité, ça a été dit d'ailleurs par un des intervenants, de décloisonner formation et accompagnement. Tout ça participe d'une même logique d'acquisition de compétences et d'apprentissage. Sur des publics éloignés de l'emploi, la question de l'accompagnement, elle est vraiment centrale. Donc, on ne peut pas faire sans, et plus on va avoir de la formation à distance, plus la question de l'accompagnement, au-delà des exemples que vous avez évoqués, mais vraiment en très grande proximité et dans des approches qui sont forcément renouvelées, est centrale. Nous, on le voit dans son appel à projet, où on renouvelle les approches pédagogiques. Je pense notamment à notre 100% inclusion qui accueille des publics très éloignés de l'emploi, que ce qui fonctionne, c'est d'abord de commencer par valoriser les compétences acquises, et ça passe forcément par de l'accompagnement, c'est pas de la formation pure, et après on peut se projeter dans un parcours. Donc il y a vraiment aussi, le coaching il vient pas forcément après, il faut aussi re-questionner la façon dont en fait on a parfois siloté ce qui rentre dans les différentes cases, et je crois qu'il faut faire péter une partie de ces cases-là. Merci beaucoup pour ce mot qui sera notre conclusion des questions-réponses. Anna, je te repasse la parole. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre attention. Je pense que Didier voudra dire un petit mot de la fin. Et dès demain, donc vous pourrez télécharger le livre, et on vous enverra également l'enquête pour les masterclass. Merci beaucoup, et poursuivons dans ce mouvement de l'apprendre ensemble. Nous sommes tous concernés, nous avons tous à y gagner. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie tous pour cette très, très intéressante intervention et pour cette dynamique-là que Anna et tous vous êtes en train de créer. Parce que c'est justement en décloisonnant, en cassant les cases qu'on arrivera à progresser. Si vous voulez, vous n'êtes pas forcément tous inscrits sur la newsletter du G9+, si vous voulez le faire, vous allez sur le site g9plus.org, là j'ai mis quelque part, et vous allez recevoir de toute façon un questionnaire de satisfaction qu'on vous demandera, s'il vous plaît, de remplir, parce que vos retours sont très très importants pour nous. Et on vous enverra également le lien vers le livre. Voilà. Merci beaucoup, et puis très bonne soirée, et à une prochaine conférence. Il y a une grande conférence le 4 avril d'ailleurs. J'en profite justement sur les années 20, années folles du numérique.